Bienvenue dans À fond, le podcast qui raconte le sport auto avec un nœud dans le rétro. Je suis Thomas Voloc et comme toujours, je suis accompagné d'Andrea Noviello de Warm Up F1. Salut Andrea, comment tu vas? Salut Thomas, bonjour à tous. Content de te voir pour parler d'un Grand Prix rocambolesque. Parce qu'aujourd'hui, dans notre cinquième épisode, direction l'Australie et Adélaïde pour une finale de championnat où tout va basculer en quelques secondes. On va retourner au dimanche 13 novembre 1994 et se lever très tôt pour regarder la télé. Et pour cause, la dernière manche du championnat du monde de Formule 1 1994 se dispute et vous pouviez entendre ça. Retrouvez la Formule 1 avec Elf. Optane d'Elf, l'essence championne du monde. Et après, vous comprendrez pourquoi TF1 avait un petit parti pris, quelquefois pour Renault, n'est-ce pas Andrea? Complètement. Parmi les événements marquants de 1994, nous avons le premier titre de Michael Dwan en 500 cm3 de moto, le premier aussi d'un Italien que tu connais bien Andrea, Max Biaggi en 250. On a aussi le deuxième titre en Champ Car de Al Unser Jr., le seul titre en WRC de Didier Auriol sur une Toyota Celica mythique que tu as pu cracher dans Verali, Andrea. Et on a également le début de la série Friends en septembre sur NBC et le septième et dernier titre NASCAR de Dale Earnhardt Senior. Andrea, une petite chose à rajouter avant de passer au tour de formation? Non, on peut partir. Non, Friends est une très bonne série, je crois. La meilleure. Après, à fond, évidemment. On va passer au tour de formation. Michael Schumacher est en tête à l'heure actuelle. Oh non, c'est Berger. C'est là autre chose. Direction le tour de formation avant d'aborder ce Grand Prix d'Adélaïde 1994. On est sur la 16e et la dernière manche du championnat du monde de Formule 1 94. C'est le 564e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Et Andrea, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'épreuve? Combien de tours on parcourt? Combien il y a de kilomètres? Est-ce que tu peux aussi nous parler du circuit? Alors, circuit Adélaïde, c'est un circuit qui n'existe plus aujourd'hui en Formule 1. Alors, bien sûr, il existe toujours, et d'ailleurs, la MotoGP va bientôt faire son arrivée à Adélaïde, sur un circuit un petit peu modifié par rapport à celui qu'on a connu à l'époque en Formule 1. Donc, Adélaïde, pour le situer, pour ceux qui n'ont pas connu, qui n'ont pas eu la chance de connaître ce circuit, c'est un circuit en ville. Un circuit vraiment en ville à l'ancienne, hein, pas comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. J'allais dire pas comme Chicago en NASCAR. Voilà, non, non, vraiment un circuit bon à l'ancienne, un circuit relativement court, 3 km 700. Donc les pilotes, ils vont courir 81 tours de ce Grand Prix-là en 1994, donc ce qui est quand même beaucoup, mais bon, c'est un circuit court, donc les tours sont relativement rapides. Alors un circuit un petit peu à l'américaine, c'est-à-dire avec beaucoup de virages à angle droit, euh, une ligne droite de retour très longue, des épingles, un circuit technique, mais un Grand Prix globalement très apprécié des pilotes, parce que bon, c'est le dernier Grand Prix de l'année, c'est toujours la fête, situé à un endroit très différent de Melbourne, de ce Et qu'on peut connaître aujourd'hui, ou qui est plus une ville un peu à l'européenne. Là, côté de Adélaïde, l'Albert Park de Melbourne. voilà, là on est vraiment dans le fin fond de l'Australie, et donc un Grand Prix très globalement apprécié des pilotes. Comme tu as dit, fin de saison, c'est la fête. Je préciserai, il y a 16 virages à Adélaïde, ce qui me fait rêver. J'aurais rêvé de voir des jump cars rouler à Adélaïde. Il y a quelque chose que tu aimes, Andrea, dans ce circuit d'Adélaïde, c'est qu'il y a pas mal de dégagement. Il y a des dégagements, mais ça reste, alors oui, on est dans les prémices des run-off, on va dire. C'est pas des run-off comme on les connaît aujourd'hui, mais oui, il y a des zones où les pilotes peuvent se permettre de commettre des erreurs. Et d'ailleurs, sur ce Grand Prix-là, on va voir pas mal de pilotes sortir un petit peu au large. Mais bon, on a des vibreurs très agressifs, très imposants aussi. Rien à voir avec les planches à repasser qu'on connaît aujourd'hui. Donc, Planche à repasser, c'est nouveau, c'est du vocabulaire. donc, donc très agressif, très dangereux. Et si on s'amuse à escalader ces vibreurs, ça peut être assez dangereux et assez rédhibitoire pour les pilotes. Schumacher va en faire la meilleure expérience le vendredi en essai. Parce qu'il y a des murs en béton, hein, Parce qu'il y a, concrètement. il y a quand même des murs, il y a des endroits où on peut se permettre de sortir un petit peu large, mais d'autres non. Donc c'est un circuit un petit peu permissif, mais qui reste dans l'esprit de l'époque. C'est-à-dire que quand même, une erreur, ça va se payer relativement cash.
Le Grand Prix d'année 94, donc il a lieu durant la saison 94, une saison mouvementée. Alors, Andrea, il y a beaucoup de choses sur cette saison 94 qu'on n'abordera pas forcément dans l'épisode parce que l'épisode est quand même assez conséquent. On va pas avoir le temps Ouais, malheureusement, bah, mais un jour on reviendra un peut-être sur jour, sur cette saison pourquoi 94. peut-être, mais sûrement, Mais oui, on y sûrement, reviendra. on y reviendra. En quelques mots, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé déjà du point de vue de la réglementation? On peut dire, Andrea, que 94, c'est une année où le pilote redevient au centre des débats. Oui, c'est un gros tournant, par rapport aux dernières saisons Oh, c'est un grand tournant, j'aime beaucoup le jeu de mots déjà. qu'on a pu connaître, avec l'apparition, l'émergence et la prolifération de tous les systèmes électroniques, et donc la domination de l'écurie Williams sur les années 92-93. Là, la FIA décide de bannir complètement tous les systèmes électroniques. Donc on parle de l'anti-patinage, du traction control, de l'ABS, de plein d'autres systèmes comme ça qui venaient aider le pilote, au volant des Formule 1. Là, on a banni tout ça. On a remis aussi, en jeu les ravitaillements en essence, qui n'existaient plus depuis des années. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui manque à la Formule 1 actuelle. Oui, ça manque Toi, beaucoup. je sais pas, t'en penses quoi? Je suis un peu partagé. Ah, Je moi, dirais entre les deux. J'aimais bien, mais on a eu aussi une dérive où, dans l'autre sens, les dépassements, l'action ne se passait que dans les stands. Donc, je suis un peu partagé. Ouais, mais moi, j'aime bien les moments où il y a les pilotes quand même qui tombent en panne d'essence dans un dernier tour. Moi, c'est quelque chose, moi, que j'aimais beaucoup. C'est un petit peu mon petit côté sadique. Ce que j'aimais bien de la période ravitaillement, c'est que, surtout dans les années fin 90-2000, c'est que les pilotes roulaient à fond tout le temps. Pour ça, c'était génial. Il roulait à fond, et devrais-je même dire, il roulait à fond, à fond, à fond. Tout à fait. Andrea, 94, c'est aussi la mort d'Ayrton Senna. Qu'est-ce que tu peux me dire en quelques mots sur cet événement-là qui a laissé quand même une trace marquante dans l'histoire de la Formule 1? Bah, c'est une saison noire, hein, 94. Alors, il y a eu d'autres saisons, où peut-être la Formule 1 a même perdu encore plus de pilotes qu'en 94, mais là, on perd, alors 2 pilotes à Imola, Roland Ratzenberger, qui était plutôt un pilote anonyme qu'on ne connaissait pas beaucoup, c'était un débutant. Grosse carrière, alors débutant en Formule 1, mais En grosse Formule carrière 1. en endurance. Oui. Oui, il avait fait ses gammes dans d'autres formules, avant de passer, en Formule 1 parce qu'il voulait pas au départ, heu, payer comme ça d'énormes sommes. Il voulait vraiment arriver en Formule 1 en le méritant, en ayant un certain bagage. Mais après vraiment le gros coup qui va frapper la Formule 1, c'est bien sûr la mort de Ayrton Senna, qui est à l'époque le pilote de référence, le meilleur pilote de sa génération. 3 fois champion du monde. 3 fois champion du monde de Formule 1, qui a connu un duel exceptionnel. On en reviendra aussi peut-être, Ah au oui, cours oui, d'un oui. épisode, donc contre Alain Prost. Et là, c'est la star de la Formule 1 et presque la seule star. Ouais, Parce c'est que, vrai. en 94, Schumacher est arrivé, mais Schumacher commence à émerger. Ouais. Il est arrivé quelques années plus tôt, Schumacher en 1991, mais c'est encore un jeune loup. Il a quelques victoires à son palmarès. Mais Prost est parti en Mais 93 et là, le seul représentant de la Formule 1, on va dire, la dernière un icône à ce moment-là, c'est Senna. tout à fait. Schumacher, c'est un espoir, mais il n'a pas encore suffisamment prouvé pour, prétendre ne serait-ce qu'à lutter contre Senna au championnat. Alors le début de saison va contredire ces faits, parce que la Benetton est très efficace, on sait pourquoi. Alors, on sait pourquoi, c'est parce qu'il y a 3 millions de controverses, mais on en fera un épisode complet, vous inquiétez pas. La méthode est très efficace, oui, parce que Schumacher est au volant et Schumacher mate la concurrence. Senna essaye de se dépatouiller avec la Williams, mais ça ne marche pas. Alors, Il faut dire aussi qu'au début de saison, la Williams est très mauvaise. La Williams Ouais. est ratée, parce que justement, ce qui avait fait la force de Williams les années précédentes, en 92, L'électronique. 93, c'est l'électronique, l'avance qu'ils avaient sur leurs adversaires. Et là, elle a plus ça. Elle a plus la suspension active, notamment. C'était là où vraiment Williams faisait une énorme différence. Elle a plus le traction control non plus. Et du coup, elle est ratée. Adrian Newey l'a reconnu. Il n'a pas réussi à bien s'adapter à cette nouvelle réglementation au départ. Donc elle est quand même rapide, cette voiture, mais elle est très instable, elle est très difficile à piloter. Et même Senna, avec tout le talent qu'il a, il a beaucoup de mal, pardon, à en faire ce qu'il veut. En début de saison, alors certes, il va réaliser 3 pôles, parce qu'on le sait, hein, sur un tour, c'est un magicien. Senna, il est exceptionnel, il est au sommet de son art, hein, en 94. Mais bon, on voit qu'en course, ça ne tient pas. Déjà, première course au Brésil, alors il va commettre une erreur. Après,
avoir perdu dans les stands son duel avec Schumacher. Déjà une première petite polémique vis-à-vis de Benetton et de son système de ravitaillement un petit peu illégal, un petit peu détourné Au deuxième Grand Prix du Pacifique, il se fait heurter et il abandonne dès le départ. dès le départ. Mais en fait, alors c'est marrant, tu parles de Adrien Newey qui rate une nouvelle réglementation. Faut-il y voir un parallèle avec Aston Martin Peut-être. peut-être Ouais, Euh, il était jeune à l'époque, hein. Il était quand même jeune, Adrien Newey, Et c'est il un avait, jeune ingénieur. et il avait bossé avec March et Leighton House à Absolument. l'époque. Absolument, il avait débuté là-bas avant de partir. Et il était en IndyCar de l'époque aux États-Unis. Andrea, je me permets d'avancer un petit peu rapidement, mais la mort de Senna, ça laisse le champ libre à Damon Hill qui affronte en cette ultime manche Michael Schumacher pour chacun des deux, ils cherchent leur premier titre. Et donc, quand on arrive à Adélaïde, est-ce que tu peux me raconter un peu le climat qu'il y a? Alors le contexte au moment d'arriver à Adélaïde, alors il faut rappeler que Schumacher, lui, a été suspendu de 2 courses. Il a raté 2 courses, donc en Italie et au Portugal, suite à une La controverse 1668 de la saison 94. succession d'infractions et rapidement avant de basculer complètement sur Adélaïde, il y a eu Silverstone où il refuse de s'astreindre à la pénalité que lui a infligée la FIA. Il avait dépassé au départ la sanction, elle peut paraître très dure parce qu'il dépasse des monines lors du tour de formation, ce qui est interdit, mais bon, normalement, on n'aurait peut-être pas dû sanctionner de cette façon-là. Mais bon, on va le sanctionner. On refuse, pas que Schumacher, hein, c'est Benetton qui lui dit de ne pas s'arrêter. Donc il y a cet épisode-là, il est disqualifié. À Spa, il est disqualifié aussi pour une usure du fond plat. Ouais, ça fait le fond plat. Il rate De 2 quelques courses. millimètres, de 13 millimètres, Oui, de 13 le mm. plancher, ouais. Benetton et Schumacher l'ont dit parce à un moment, il est sorti un petit peu large sur un vibreur et c'est ça qui aurait un petit peu limé le fond plat et fait qu'il soit en dessous des limites, de la limite autorisée. Mais bon, malgré tout ça, Schumacher, il arrive à Adélaïde en tête du championnat. Il a 8 victoires, il a 2 secondes places, il est en tête à 92 points. Damon Hill, lui, il a que 6 victoires, mais c'est quand même pas mal. Et pour un pilote qui, normalement, aurait dû être dans l'ombre de Senna. Damon Hill, c'était le numéro 2, clairement, en début de saison, comme il avait été l'année précédente d'Alain Prost chez Williams. Et Damon Hill, comme son père quelques années plus tôt avec l'accident de Jim Clark, une autre légende de la F1, l'autre pilote de référence à l'époque, ben, il a dû prendre le relais. On lui a, malgré lui, il a enfilé le rôle de numéro 1 de l'équipe. Il a dû prendre le relais de Senna qui avait disparu malheureusement. Ce qui n'est pas facile hein, pour un jeune pilote, et ça reste un jeune pilote, c'est que Damon, c'est que sa deuxième saison complète en 94, hein, parce que chez Brabham, il a fait quelques courses, mais beaucoup de non-qualifications, pardon, parce que la Brabham n'était pas au niveau. Donc il a fait 93, et là 94, il se retrouve propulsé, mais malgré justement son inexpérience, malgré le fait que beaucoup, dont Schumacher, ne voient en lui qu'un pilote de seconde zone, il arrive, grâce aussi au progrès de la Williams, à, à rester en lutte. Il profite bien sûr de la suspension de Schumacher de course pour gagner ces deux grands prix-là. Et il arrive à Adélaïde avec un seul point et donc l'espoir de remporter ce championnat, même si globalement c'est Schumacher qui a dominé la saison. Dans la presse, Adélaïde, en arrivant, Damon Hill, il n'est pas content parce qu'il avale pas que Nigel Mansell gagne plus d'argent sur une course que lui, sur toute la saison. Et je me suis plongé dans les archives britanniques et il a notamment dit: ce n'est pas une question d'argent mais de soutien. Des fois, je ne suis pas certain où vraiment me situer par rapport à eux. Et Patrick Head, dans le Daily Mirror, qui est un tabloïd britannique, comme les Britons savent les concevoir, il va dire: si j'étais un parieur et que j'avais 100 000 $, je les mettrais sur Michael Schumacher. Sacré climat dans lequel débarque Damon Hill. Même si, en réalité, Andrea, euh, Patrick Head, il a pas tort de dire ça, parce que les changes de titre de Hill, elles sont infimes par rapport à Schumacher. Oui, parce que jusque-là, alors Damon Hill, certes, il a remporté quelques courses, mais hormis à Suzuka, la dernière course, donc avant Adélaïde, hormis Suzuka, il arrive à gagner sous la pluie en plus, dans des conditions où Schumacher excelle normalement. Hormis cette course-là, Damon, il n'a jamais gagné quand Schumacher était là. C'est-à-dire quand Schumacher était là et que Schumacher n'avait pas de soucis, en 94, cette saison-là, il n'a pas battu à la régulière, on va dire. Parce que les seules victoires, on se rappelle la première en Espagne, Schumacher a un problème avec sa boîte, donc il est contraint de ralentir.
Euh, et les autres fois, soit Schumacher n'est pas là, soit il a eu un problème mécanique. Donc, légitimement, on peut penser que Schumacher a l'avantage. Surtout, on l'a vu à Jerez, quand Schumacher revient après 2 courses, il revient, il gagne tout de suite. En toile de fond, il y a aussi le sujet que Damon Hill, et ça paraît improbable aujourd'hui, il est toujours pas signé pour 96 à Oui, l'époque. il n'est pas signé. Et ses déclarations, les déclarations dont tu faisais référence de Damon, ils arrivent après Suzuka, là où Damon justement gagne une super victoire. Et peut-être sa plus belle victoire à ce moment-là. Serais-tu fan de Damon Hill pour dire super victoire? Peut-être sa plus belle en tout cas à ce moment-là. Et Allez, dis pas, non. on en reviendra. On en parlera. On en reparlera. Et donc tout ça pour dire que oui, quand il tient ces propos-là, donc après Suzuka, parce qu'il a l'impression de manquer de considération au sein de cette écurie-là, qu'il a quand même contribué à rebâtir, parce qu'après la disparition de Senna, pardon, Williams euh, se retrouve dans un état de déliquescence totale pratiquement. C'est Williams, tant chez Williams que même chez Renault, qui sont vraiment marqués par la disparition de Senna. C'est un peu l'architecte, hein, de celui qui devait sauver Williams après la réglementation. C'était Auto Hebdo qui titrait, d'ailleurs, en début de saison, lors des essais pré-saison, le mariage du siècle, Senna-Renault, et qui n'aura pas lieu. On se retrouve avec des employés, juste pour une petite parenthèse, notamment à Viry, qui demandent à poser congé les week-ends de course, ce qui est totalement improbable et ce qui n'est jamais arrivé avant, tellement l'accident de Senna a traumatisé, ce qui est normal aussi, les gens qui travaillaient dans cette écurie-là. Donc Damon, il a quand même participé à ce renouveau. Et bien sûr, l'arrivée de Mansell aussi qui va faire du bien, mais Damon, il ne se sent pas considéré. Et à ce moment-là, alors Williams dit qu'ils ont un contrat en poche, mais rien n'est signé avant deadline. Et forcément, pour la confiance, c'est pas génial. Par rapport à ce Grand Prix qui se joue dans la dernière manche, donc c'est pas la première fois que ça arrive. C'est la combienième fois, Andrea? Alors, bonne question. Bonne question. La 17e fois. C'est la 17e fois, tout à fait. La dernière fois, c'était quand, Andrea? Peut-être du Niki Lauda, Jameson. C'est Australie 1986. Ah bah oui, absolument, le titre de Prost. Au championnat, tu l'as dit, Andrea, Michael Schumacher est premier avec 92 points, Damon Hill deuxième avec 91, Berger chez Ferrari est troisième avec 35 points, il y a un gouffre entre les deux. Et au championnat des constructeurs, Williams Renault est premier avec 108 points, Benetton Ford est deuxième avec 103 points, et Ferrari est troisième avec 64 points. Comme quoi, oui, Michael Schumacher est devant au championnat du monde pilote, mais chez les constructeurs, c'est Williams qui domine. Oui, parce que Williams, par rapport à Benetton, a deux pilotes qui marquent quand même pas mal de points, même si Coulthard, qui arrive donc après la disparition de Senna, qui était lui qu'un pilote essayeur au départ, c'est un très jeune pilote aussi, hein, un peu comme Damon Hill, mais encore plus jeune, encore plus inexpérimenté. Il se retrouve bombardé dans la deuxième Williams par la force des choses, mais c'est quand même un pilote qui est là et qui va marquer des points, alors que chez Benetton, on a l'impression que Schumacher il est tout seul. C'est un peu comme c'est un peu le système Red Bull aujourd'hui avec Verstappen. C'est-à-dire qu'on a Schumacher qui marque des points, qui gagne des courses, mais à côté on n'a rien pratiquement. Gigi Leto, qui était un gros espoir en début de saison, Qui se blesse en essai privé. il va se blesser déjà avant le début de championnat et il va jamais vraiment se remettre de cet accident-là. On a Verstappen, qui lui aussi est un pilote très prometteur quand il arrive, mais qui va jamais soutenir vraiment la comparaison avec Schumacher, il va se faire massacrer. Et à la fin de saison, donc pour les dernières courses, on a Johnny Herbert qui arrive. Et bon, pour lui aussi, lui il arrive trop tard dans la saison pour espérer se mettre à niveau de Schumacher. Par rapport aux essais et aux qualifications du Grand Prix d'Adélaïde, il y a Michael Schumacher qui sort très violemment aux essais le vendredi. Mansell, ce jour-là, fait le meilleur temps. Mais attention, les qualifications, ça se déroule le samedi, sauf qu'Andrea, il se passe quelque chose. Il se passe qu'il va pleuvoir le samedi. Donc, là, comme tu l'as dit, la qualification à l'époque, ça se passe sur 2 jours. Donc, on a une qualification, la première qualification le vendredi et la deuxième le samedi. Et malheureusement, comme ça arrive des fois, le samedi, il a plu. Donc, les pilotes ne vont pas être en mesure, ils vont tourner bien sûr, mais ils ne vont pas être en mesure d'améliorer les temps du vendredi sur le sec. Donc, c'est Mansell qui hérite de la pole. Mansell qui, je le rappelle, à l'époque, il était parti en IndyCar en 93, donc en 94, il revient juste pour quelques piges. Dans l'écurie Newman-Haas. Donc il revient chez Williams pour apporter son expérience et
remotiver un petit peu les troupes, hein, qui sont traumatisées encore une fois par le décès de Senna. Et Mansell, c'est lui qui va faire la pole, euh, à la plus grande frustration de Schumacher, hein, parce que d'ailleurs c'est pour ça que Schumacher sort juste après en qualification, parce que Schumacher, Mansell le bat pour 18 millièmes, donc c'est rien. Et Schumacher, il veut être premier, hein, il veut surtout pas être battu par un semi-retraité, on va dire, parce que comme tu l'as dit, il roule encore aux États-Unis, Mansell, et donc il revient en fin de saison, mais Schumacher, il est frustré, il veut aller chercher la pole, et en essayant de chercher la pole, bah, il va sortir dans la première chicane, une belle boîte, Chicane qui s'appelle la chicane Senna. chicane Senna, et il va taper quand même assez fort. Bon, après coup, tout va bien se passer pour lui, hein, il n'y a pas de dommages, mais on voit quand même que Schumacher, contrairement à d'habitude, il est tendu, il ressent vraiment la tension ce week-end-là. Alors Damon Hill sûrement aussi, hein, mais depuis le début de la saison, Schumacher n'a pratiquement fait aucune erreur. Ce week-end-là, il va en faire 3. Il y a la première ici en qualification, il y en a une deuxième lors du warm-up le dimanche matin, et après on verra la troisième en course. Sur la grille de départ, donc sur la première ligne, on a Nigel Mansell, Schumacher deuxième, on a Hill qui est troisième. Juste pour vous schématiser le championnat du monde de Formule 1 94 à ce moment-là, Schumacher a juste à terminer devant Hill et il sera champion. Et si Schumacher ne termine pas, Ou inscrire autant de points que Hill. exactement, il y a un point d'écart entre les deux, 92 versus 91. On va passer à la course après ce contexte qui est évidemment assez riche. 3 lights, 4 lights, 5 laps. Pause. Go, go, go. 127 000 spectateurs sont présents à Adelaide pour voir 26 voitures sur la grille. Et lorsque les feux s'éteignent, Mansell qui était premier, eh bien ses roues arrière patinent. Le côté sale de la piste, c'était le côté où il était, même si dans les faits, il lui offrait un chemin plus court vers le premier virage. Et qui c'est qui en profite, Andrea? C'est Schumacher, hein, bien évidemment, qui est installé juste à côté de lui, qui connaît un excellent envol, donc ça va être à l'image de la saison, hein, parce que la Benetton, c'est un avion au départ. Il patine pas du tout, à l'inverse de Mansell. Est-ce que c'est plus facile avec un anti-patinage? Sûrement, ça aide, je pense qu'un petit anti-patinage un peu déguisé là dans la Benetton, ça aide au départ. Et lui, on voit qu'il patine pas du tout, il part superbement. Et Mansell, lui, l'impulsion, elle est bonne, mais c'est vraiment Les roues arrière, au c'est les roues moment arrière. de monter les rapports qu'il commence à patiner. Et bon, il se fait doubler par Schumacher et Damon Hill. Parce que même Damon Hill, en fait, il va se faire dépasser par les deux pilotes des deux côtés, à gauche et à droite. Et donc, c'est Schumacher qui se retrouve en tête au premier virage devant son adversaire Damon Hill. Mansell qui paraît totalement aux fraises au début de ce Grand Prix, il commet rapidement une erreur à Isteras, un virage dont on va entendre parler plus tard. Il tente ensuite de dépasser Barrichello pour se remettre de son mauvais départ, mais il commet une nouvelle petite erreur. À ce moment-là, Andrea, moi ce que je pense, c'est que Nigel Mansell, il va passer à côté de son Grand Prix. Oui, mais on va le voir dans le déroulé du Grand Prix que malheureusement, un peu à l'image de ses autres prestations lors de ses autres emplacements, les Grands Prix précédents, il est plus tout à fait au niveau, Nigel Mansell. C'est plus le Mansell flamboyant qu'on a connu par le passé. Alors certes, il a offert une très belle prestation au Japon, un superbe duel avec Jean Alesi sous la pluie, mais il était quand même déjà très loin des deux hommes de tête qui sont Schumacher et Hill. Et là encore, on va le voir. Alors, l'effet, le déroulé de la course va faire que ça va bien tourner pour lui, mais dans les faits, il va pas exister. Par rapport à Damon Hill et Schumacher, il va être à des années-lumière derrière. Parce que justement, devant Schumacher, il perd pas de temps. Dès le premier tour, il compte déjà 2 secondes 1 d'avance sur Hill. Et pour cause, Schumacher, il a un peu la pression, comme tu l'as dit, parce que s'il est sur une stratégie comportant davantage d'arrêts que son rival, il n'a pas le choix, il doit creuser l'écart. Oui, Schumacher, il veut essayer de démoraliser Hill dès le départ. Il lui colle 2 secondes dans le premier tour. Et lui, ce qu'il cherche à faire, c'est s'envoler pour aller essayer de gagner et être tranquille devant. Parce qu'en plus, on l'a dit tout à l'heure, c'est un circuit en ville, un circuit court. Donc on va vite revenir sur les retardataires. Le tour se fait autour de minute 10. Et on va surtout beaucoup les doubler. Et à l'époque, les retardataires, c'est pas comme aujourd'hui.
s'incline moins facilement devant les leaders malgré les drapeaux bleus. Et donc, c'est toujours piégeux, c'est toujours compliqué à gérer. Et c'est même, hein, on en parlera plus tard, mais c'est vraiment, quelque chose qui fait débat les retardataires durant ce Grand Prix. Très vite, on comprend que le Grand Prix va s'organiser autour d'un duel Schumacher-Hill. Les 2 hommes, bah, il y a pas à dire, ils sont dans une classe à part et on écoute une petite archive de la BBC avec ni plus ni moins que Murray Walker. Schumacher has got the race under control at the moment, and the German is enormously determined to become the first world champion that his country has ever produced. Well, he's got the race under control to an extent, but he's not pulling away anything like as fast as we've seen. Schumacher, à ce moment-là, il essaie de prendre l'avantage, parce qu'il court après le premier titre donc d'un pilote allemand en Formule 1, comme le disait Murray Walker. Il essaye de s'échapper, mais progressivement, Damon Hill, bah, il garde contact, il garde le contact en fait. Moi, je pensais qu'à un moment, il allait se faire décrocher, mais en fait, quand tu as l'impression qu'il va se faire décrocher, bah, finalement, il se rapproche. Oui, là, c'est la première fois vraiment de la saison que la Williams et Damon Hill arrivent à être aussi proches et à rester au contact de Schumacher à la régulière. Et le circuit est parfait pour ça. Oui, le circuit correspond. Alors, parfait, je dirais peut-être pas parfait, parce que quand même, on voit que dans les portions les plus lentes, les plus techniques, la Benetton elle est plus à l'aise, elle a plus de traction, elle est peut-être plus agile. Mais par contre, la Williams, avec le moteur Renault, qui est sans doute un petit peu supérieur au moteur Ford, qui n'est qu'un V8, hein, je le rappelle. Le moteur Renault est un V10. Donc le Renault, c'est un V10, comme tu l'as dit. Et dans la longue ligne droite de retour avant l'épingle, là, on voit que la Williams a un avantage. C'est comme s'il avait un DRS. Mais naturellement. Naturel. La Benetton, donc, comme on a dit, reprend en revanche l'avantage dans les portions du circuit un peu sinueuses. En vrai, Andrea, si tu as le choix de piloter la Benetton et la Williams à ce moment-là, tu choisis laquelle? Ah, bah, si j'écoute le cœur, c'est la Williams, forcément. Eh ben, moi, si j'écoute le cœur, c'est la Benetton. Ah non, parce que alors, je suis un sentimental, mais j'aime beaucoup ce circuit. Je trouve il est sinueux, il est aussi rapide. Et l'agilité de la Benetton, je pense que je m'amuserais quand même bien entre les mains de cette Benetton. Surtout avec une petite option 13, non? L'option 13, le spécialiste, le puriste, monsieur Davilo. Alors oui, on rappelle, hein, l'option 13, c'est l'option qui avait été détectée lors d'une enquête pour un éventuel anti-patinage sur la Benetton. Mais bon, les fans de Schumacher, on a oublié de quoi ça parlait, cette fameuse option 13. Donc, Andrea, tu as Option pris... quoi, comme Option dirait- quoi? Je connais pas, moi, l'option. J'ai pris option latin au collège. Schumacher et Hill, donc, ils déposent chacun d'armes différentes, mais leur rythme les place très rapidement loin devant les autres. Et tu l'as dit, Andrea, bah, ils s'affrontent les retardataires, mais presque rapidement. Et, Très rapidement, parce que dès le 11e tour, les leaders arrivent sur les retardataires. et Schumacher, il commence à l'utiliser pour tenter de construire un écart. Il le suit, mais pour les observateurs, le trafic, ça peut vraiment jouer en faveur de Michael Schumacher qui, lui, peut piéger justement son rival avec ses retardataires. Oui, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est très très difficile. Et les retardataires à l'époque, vraiment, ils ne sont pas comme aujourd'hui où ils s'effacent complètement, ils s'arrêtent. C'est très visible avec Frenzen, plus loin dans la On le voit avec course. Frenzen, on va le voir avec d'autres pilotes. Vraiment, ils ne s'effacent pas. Ils sont dans leur duel, ils sont dans leur course, même des fois quand ils sont tout seuls. Mais ils vont faire très très peu d'efforts pour s'écarter devant le leader. Donc c'est presque des vrais dépassements que les leaders doivent effectuer à chaque fois. Et on sait que Schumacher il est habile dans cet exercice. Mais là, en Australie, Damon l'est presque tout autant. Et on voit pendant la course que souvent, Damon, il profite, à chaque fois que Schumacher arrive à prendre un petit écart, Damon, il profite des retardataires pour combler son retard, justement. Et pour revenir un petit peu sur Schumacher, pour mettre la pression. Derrière la course, donc Schumacher-Hill, il y a une autre course qui se dessine. Mika Hakkinen, il évolue seul en 3e position, bah, il fait du tourisme. À Adélaïde, il voit un peu les lieux, lui qui est enfant, il dit tiens, c'est marrant, il fait chaud ici. Donc il est 3e. Plus loin, il y a Barrichello, Rubens Barrichello, qui est 4e, qui lui est coursé par Nigel Mansell, 5e, qui tente de remonter après son mauvais départ. Nigel Mansell qui a 70 à 80 chevaux de plus sur le moteur Renault que le moteur de la Hart, le moteur Hart sur la Jordan. Il a du mal, mais il réussit et il se lance à la poursuite après de Mika Hakkinen. Derrière, on a Jean Alesi aussi qui augmente son rythme et qui se rapproche à son tour de Barrichello. C'est vraiment 2 courses dans une en fait.
Oui, les deux ont créé vraiment un écart monstrueux sur les autres. Pour donner un petit exemple, Mansell, aux alentours du 16e tour, il est quatrième, il est à presque 30 secondes de la tête. Donc il y a vraiment Hill, Schumacher d'un côté et les autres de l'autre, hein. Ils sont à des années-lumière du ring des leaders. Eux, ils font leur propre course, mais ils sont un petit peu aux oubliettes par rapport aux. De toute façon, on se concentre vraiment sur la course des leaders. C'est pour le trophée en chocolat qui flattait à l'époque. Est-ce que ce début de course, Andrea, après réflexion, est-ce que c'est pas le plus représentatif de la saison 94 finalement? Oui et non. Alors oui, parce Ah, que tu m'as déjà fait oui et non tout à l'heure. oui et non. Il est indécis, il est indécis. C'est oui ou c'est non? Ouais, je dirais les deux. Alors oui, parce que bien sûr, il réunit les deux hommes forts de la saison et les deux hommes qui se luttent justement pour le championnat. Et non, parce que pour la première fois de la saison, comme je le disais tout à l'heure, Damon Hill arrive vraiment à soutenir le rythme de Schumacher. Et contrairement aux autres courses où Schumacher avait vraiment l'avantage et avait réussi à le dominer euh, presque à plat de couture, à s'imposer, pas facilement parce que c'est jamais facile, mais à s'imposer confortablement, cette fois, il n'arrive pas à distancer Damon Hill. Et pour la première fois de la saison, Alain Prost en parle pendant la course, la Williams, elle est vraiment bien, il arrive à soutenir le rythme de la Benetton. Les deux pilotes vont s'arrêter donc en même temps. Ils effectuent donc leur premier arrêt. On est apparemment sur une stratégie à 3 arrêts au stand, circuit rapide où il faut consommer beaucoup d'essence et il faut que le moteur soit prêt. 3 arrêts, oui, ce qui est beaucoup, ce qui peut paraître beaucoup à l'époque, mais comme on l'a dit, c'est un circuit court et il y a beaucoup de tours. Il y a 81 tours à couvrir ce dimanche-là. Et donc les leaders, eux, ces stratégies, c'est à fond. On ménage rien, c'est à fond du début à la fin. Et donc on tente 3 arrêts. De toute façon, ils sont suffisamment rapides, ils ont suffisamment de marge sur les autres pour faire 3 arrêts sans problème. On sait par exemple que Mansell et Berger, eux, vont partir sur des stratégies à 2 arrêts seulement. Après donc cet arrêt, Schumacher et Hill où les deux ressortent évidemment en premier et deuxième, les places ne changent pas. Alors ils s'arrêtent en même temps, Ils s'arrêtent en même temps, tout à fait. 19e tour, mais comme d'habitude, à l'image de la saison là aussi. Donc oui. Donc oui, cette fois, Benetton, ils sont beaucoup plus efficaces que Williams. Schumacher, il gagne rien qu'à ce moment-là, presque 2 secondes sur Damon Hill. Mais Damon Hill, il va réussir à les combler dans le tour de sortie et revenir vraiment tout de suite. Derrière donc, Hakkinen est troisième, mais Mansell il poursuit sa remontée, mais il se rate en fait. Il y a encore des erreurs de Nigel Mansell parce qu'en fait, tu l'as dit et on l'a dit dans cet épisode, Nigel Mansell vient des États-Unis. Là, à ce moment-là, les IndyCar, c'est des voitures qui sont un peu plus lourdes et qui ont moins de répondants. Et là, la Williams, c'est le contraire. Donc, il doit gérer ça. Il finit tout de même par passer. Nigel Mansell, il se replace dans la lutte pour le podium. Il profite aussi d'une erreur d'Hakkinen qui bloque ses roues et qui rate un petit peu la corde à l'épingle. Erreur de jeunesse pour Hakkinen. Et Mansell, il en profite pour prendre cette troisième place, mais comme tu l'as dit, il a eu du mal. Il a eu du mal à doubler la McLaren qui, en 94, n'est plus la McLaren motorisée par Peugeot, déjà. Motorisée par Peugeot. Alors Ford avant l'année dernière, c'était pas brillant, mais... Peugeot, c'est difficile et c'est une année de retour pour Peugeot, donc c'est pas évident. Et la McLaren, elle est plus au niveau de celle qu'on a connue à l'époque de Senna. Clairement, c'est une voiture qui est en retrait. C'est peut-être la quatrième, entre la quatrième et cinquième force du plateau. Pas très loin des Ferrari, mais bon, clairement, elle n'est pas au niveau des Williams, par exemple. Il et Schumacher, donc, continuent de rouler et ils vont retrouver donc les retardataires. Schumacher, il utilise l'aspiration, vraiment, donc là, ça se voit sur les images, de toute façon, vous le verrez par vous-même. Schumacher, donc, lui, quand il roule, il se sert d'aspiration, tandis que lui, Damon Hill, il donne l'impression qu'il n'en a même pas besoin. Et pendant un temps, il y a pas mal de trafic et Schumacher, il semble des fois un petit peu ralenti et il, comme tu as dit, lui, il commet quelques erreurs, il sort même large au 22e tour. Ça attaque, Schumacher, il a la pression et Alain Prost, il nous en dit plus. Et il est bien, c'est la première fois en tout cas de la saison que la Williams est aussi proche de la Benetton et aussi bien en tenue de route, je dirais qu'en agilité, elle paraît pas mal. Et c'est la première fois aussi, et psychologiquement, que Schumacher est vraiment sous pression pour une victoire, et quelle victoire éventuelle, puisque ça lui donnerait quand même le titre de champion du monde. Donc beaucoup de pression. Et sur le plan, bien justement, pression, psychologiquement, un peu plus facile pour Damon Hill, qui là, lui, n'a rien à perdre. Il faut qu'il fasse le maximum.
faut qu'il fasse le maximum parce qu'évidemment, ça va être un duel, comme vous le savez, depuis le début de cet épisode, on va en parler, c'est le duel Benetton versus Williams. Car les deux voitures ont des qualités différentes, évidemment. Schumacher, il est dans cette course, il a une tactique, on joue la sécurité, mais aussi on prend un peu des risques. Et puis pendant ce temps-là, donc on se dit que à ce moment-là, la course, ça va être Schumacher et Hill. Et les poursuivants derrière qu'offrent une course quand même très, très ouverte. Oui, on a Mansell, on a Hakkinen, on a Barrichello, on a Alesi aussi. À ce moment-là, alors après, plus tard, malheureusement, ça va moins bien se passer pour Jean. Mais bon, on a les deux Ferrari et c'est très disputé. Et l'inquiétude que TF1 a à ce moment-là a raison. C'est que le risque, c'est que un retardataire pourrait gêner l'un des deux pilotes dans sa course au titre, ou même pire, qu'il y ait un accrochage entre les deux. Je parlais des retardataires, évidemment. Oui, c'est toujours la crainte, hein, surtout sur un circuit comme ça, un circuit en ville. En plus, il fait chaud, c'est piégeux. Si on sort un petit peu de la trajectoire, on risque de facilement perdre le contrôle de la voiture. L'avantage, c'est que tu peux bronzer sur le bord de la piste si jamais t'abandonnes. Complètement. Mais là, oui, c'est difficile. Il faut vraiment pas se louper. Et en plus, les deux pilotes, ils ont la pression et ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est la dernière course. Et les deux, peut-être encore plus Schumacher que Damon Hill. Il a peut-être encore plus à perdre que Damon, parce que lui, il arrive en tête du championnat. Ça a été l'homme fort de la saison. C'est lui qui, normalement, doit le remporter, ce championnat. Et il ne peut pas se permettre de commettre une erreur derrière un retardataire. Fast forward, et non flash forward, au 36e tour. Michael Schumacher commet une erreur. Quoi? C'est possible? Bah oui. Michael Schumacher. La troisième du week-end. Sans pitié. Il est sans pitié. Il est ruthless, comme disent les British. Il commet une erreur à East Terrace, il sort de la trajectoire, il heurte le mur, il revient sur la piste. Damon Hill arrive juste derrière lui, il voit une ouverture, il tente de s'y engager, et le reste appartient à l'histoire. Mais Michael, attention, ils s'accrochent les deux. Les deux. Et bien voilà, un championnat du monde. Schumacher avait ralenti, c'est pour ça que Damon Hill est produire devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va voir tout de suite au ralenti. Damon Hill aussi a des ennuis. S'il abandonne ou s'il sort des points. Et la roue crevée, attention, la roue crevée. Il faut que Damon Hill puisse rentrer à son stand avec cette roue qui, vous le voyez, traîne par terre alors que... La suspension est endommagée aussi d'ailleurs. On va se concentrer sur l'accident Andrea, qui est un accident qui va être le tournant du championnat du monde de F1 1994. Petite question personnelle pour toi, Andrea. En vrai, quand tu vois Schumacher qui sort de la piste et qui teste cet espace, t'y vas? Quand tu es pilote de course, tu es obligé d'y aller, hein. Comme le dira Damon après la course, quand on voit un espace, on y va, hein. Quand on est un pilote professionnel, et lui, il a très bien dit, Damon, très fair play d'ailleurs après la course dans sa réaction. Il a dit il a vu un espace, c'était peut-être la seule opportunité de dépasser Schumacher. Donc il s'est jeté, et à l'époque, tout se passe très vite. À l'époque, les radios, ça marche pas aussi bien que maintenant. On n'est pas surinformé aussi, le pilote. Donc il n'est pas prévenu, Damon. Il ne sait pas que Schumacher a tapé contre le mur. Parce que la vraie problématique pour Schumacher à ce moment-là, c'est qu'il tape le mur après être sorti donc large dans l'herbe, et que sa Benetton, elle est irrémédiablement endommagée. Damon Hill, il ne sait pas. Il voit Schumacher sortir un petit peu au large, revenir au milieu de la piste. Schumacher le bloque, pas forcément volontairement au départ, mais du coup Damon, il va changer de trajectoire, se mettre sur la droite, essayer d'y aller. Et bon, Schumacher, lui, il a un réflexe salvateur pour lui. Il voit le titre lui filer entre les doigts, il sait qu'il a tapé, que sa Benetton est endommagée, et donc il va fermer la porte et accrocher Damon Hill. Alternative à fond. En vérité, et ça, j'ai réfléchi après en ayant vu le Grand Prix, mais si Schumacher continue à taper le mur et il passe dans le virage et il ne laisse pas passer Damon Hill, mais Damon Hill reste derrière lui, en fait, il se fait battre à la régulière parce que sa Benetton, elle est blessée, en fait. Oui, l'erreur, elle est de Schumacher, elle est pas... C'est ça, c'est l'erreur. Alors, j'aime beaucoup Michael Schumacher, c'est mon pilote préféré. Mais le fautif, au début, dans cette histoire, c'est Michael Schumacher qui sort de la piste
qui heurte le béton et qui endommage sa voiture. Il se remet sur la piste et Damon Hill passe par là et Schumacher ne le voit pas et se rabat pour prendre son virage de manière normale, n'est-ce pas? Oui, normal, je sais pas, mais Damon, il saute sur l'occasion. Encore une fois, lui, il ne sait pas que la voiture de Schumacher est endommagée de manière qui sans doute aurait provoqué l'abandon de Schumacher, parce qu'il tape lourdement en plus contre un mur de béton, hein, c'est même pas contre une barrière pneumatique. Et donc il tape la suspension, les suspensions aussi qui sont quand même plus fragiles à l'époque. Et bon, donc lui il y va, mais c'est sûr que s'il avait peut-être vu vraiment l'accident de Schumacher, est-ce qu'il avait su que ça aurait sans doute conduit à son abandon, il aurait attendu un petit peu parce que à l'endroit où ça se passe, un petit peu derrière, on revient sur cette ligne droite de retour dont on a parlé plusieurs fois dans cet épisode, et là il aurait dépassé facilement. Schumacher, il aurait rien pu faire pour l'empêcher de le passer et peut-être de gagner cette course-là. Schumacher, lui, la seule chose qu'il pouvait tenter à ce moment-là, et c'est pas la première fois, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est provoquer un accrochage parce qu'il sait très bien que si les deux abandonnent, c'est lui qui est champion. Tout à fait, c'est la règle. Petit extrait de Michael Schumacher qui parle dans un documentaire d'Alain Boinard, donc pour la FOCA, en 1994. On the bump, I just stepped out and I went sideways and I overreacted a bit by controlling it, and I controlled it, but then I was so straight in such a wrong angle. I should probably keep it more sideways, then I wouldn't go so far out. I painted the wall and then I continued on. Ce que Schumacher dit, c'est qu'il y a une bosse qui a déstabilisé la voiture. Un peu facile. Un peu facile. Ah bah écoute, je demande la VAR. Je demande la VAR. La traduction. Il y a une bosse qui est arrivée. Il a essayé de contrôler la voiture. La voiture est partie en travers. Il a essayé de corriger. Il a malencontreusement tapé le mur. Il dit qu'il aurait peut-être dû la laisser en travers et pas corriger, mais bon, avec des filles, on mettrait Paris en bouteille. Il a painted the wall, donc il a léché le mur. Un peu plus que léché. Croqué le mur. Il a croqué le mur. Et voilà. Ça, c'est la réaction de Schumacher. La réaction de Hill, c'est durant le Grand Prix de Singapour 2009. Singapour, où il y a eu aussi une petite controverse à l'époque. What was your reaction at the time in 1994, Damon, when you were going for the world title against Michael Schumacher here? Well, I thought it was all my fault. I sort of saw this thing coming up, and I actually saw Michael coming back on the track, and I thought that I didn't see him hit the wall, so I just carried on and thought that I didn't see that bit, you see. If I'd known that, I wouldn't have tried to overtake him. But that was an incident where you could say that's a racing matter, and it would go to a steward's decision. Ce qui se passe pour Damon Hill, c'est que tout simplement, il dit qu'il n'a pas vu Schumacher taper. Et il dit clairement, si j'avais vu que Schumacher avait tapé, j'aurais attendu et il l'aurait eu à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est malheureusement pour lui, il n'a pas su vraiment les conséquences que l'accident de Schumacher pouvait avoir. Lui, il a vu une opportunité, il a vu Schumacher revenir au ralenti sur la piste, donc il a voulu y aller. Et peut-être qu'il ne s'attendait pas non plus à ce que Schumacher fasse ça et provoque un accrochage pour décrocher le titre, parce que en Formule 1, Schumacher, ça reste un jeune pilote, mais il n'avait pas été coutumier du fait jusqu'à cet épisode-là. Mais pour ceux qui connaissent un peu plus Schumacher, qui connaissent ses antécédents dans les formules de promotion, Mika Häkkinen pourrait en parler, il y a eu déjà un précédent pour Schumacher. Déjà un épisode controversé à Macao en 1990, sur la deuxième course, où Schumacher provoque un accident, provoque la sortie de piste d'Häkkinen, et pour justement remporter cette course de Macao qui était l'étendard des formules juniors. Alain Prost, lui, de son côté, chez TF1, il estime qu'il est dommage qu'il ait tenté de dépasser à cet endroit. Et au micro de TF1, notre 4 fois champion du monde donne son point de vue après notre champion du monde chez à fond, Andrea Noviello. Simplement, je trouve, quand j'ai dit c'est dommage, parce que
c'est vrai qu'il avait la route ouverte pour lui. Peut-être que justement Schumacher avait endommagé. On a vu qu'il a quand même tapé le mur. Et ça aurait été vraiment un miracle pour lui de ne pas avoir endommagé sa voiture, sa suspension, ou peut-être même une crevaison. En tout cas, si c'était une crevaison, ça aurait été une crevaison lente, parce qu'on a vu qu'il n'a pas crevé immédiatement. Mais c'est triste d'un côté pour Damon, dans la mesure où c'est Schumacher qui fait l'erreur tout seul, et qu'il n'a pas pu en profiter. Ça doit être vraiment très très difficile pour lui. On aurait aimé quand même une fin de championnat différente. Ce qui me sidère, et dans le très bon sens du terme, c'est la justesse d'Alain Prost. Il est hyper juste. Il part pas dans une envolée lyrique, il est très terre à terre. Oui, très posé dans sa réaction, très analytique. On l'appelle pas le professeur pour rien. Absolument. Et d'ailleurs, il était bien payé pour ça, d'ailleurs. Alors après, oui, les observateurs qui auraient peut-être moins d'affinité avec Alain Prost, je veux dire, c'est un petit peu facile de tenir ces propos-là à ce moment-là. Et après ce qui s'est passé, quand on sait le différend qui opposait Prost à Senna aussi dans l'épisode numéro 2, Japon 2, 1980. Donc où il provoque lui aussi un accrochage et qui va chercher le titre. Certes, il a raison, Alain Prost, mais j'ai envie de dire c'est presque facile de tenir ces propos-là vis-à-vis de Damon Hill après les faits. Parce que, bien sûr, on a tous la même réaction. Maintenant, en revoyant la course, on dit si Damon avait attendu quelques mètres, comme j'ai dit tout à l'heure, il avait attendu cette longue ligne droite, il aurait mangé Schumacher, il serait parti, il aurait peut-être gagné la course. Mais sur le moment, quand on n'a pas tous les éléments en main, c'est difficile. Lui, il a vu une opportunité, comme il a reconnu dans ses propos d'après-course. Il a vu une opportunité et il s'est jeté dedans. Justement, donc la course n'avait pas terminé à ce moment-là, parce qu'il y a l'accident Schumacher, il en a beaucoup parlé, mais parce que c'est vraiment le point tournant et peut-être l'une des images les plus connues de l'histoire de la Formule 1 dans les années 90 et même de l'histoire de la Formule 1. Parce que donc Schumacher, il montre que sa Benetton peut aussi rouler sur deux roues. Ça c'est pour la blague évidemment, vous voyez l'image par vous-même où elle décolle, elle roulera sur deux roues avant de s'écraser contre le mur de pneus. Parce qu'à ce moment-là, Schumacher sort de la voiture et abandonne, mais il continue et il rejoint les stands. Il rejoint les stands parce qu'il a un problème de suspension et les mécaniciens inspectent sa voiture, mais le verdict tombe. C'est fini. Damon Hill descend de sa voiture, on ne peut pas réparer, voilà. Les images terribles, alors qu'il était arrêté depuis 2 minutes et 15 secondes à son stand et qu'il était en 19e position à un tour. C'était impossible, on se congratule bien sûr. Chez Benetton, bah oui, c'est là, alors que Schumacher n'est pas content. Michael Schumacher, champion du monde 1994. Et oui, parce que malheureusement, il va rentrer au stand, on va tenter de prendre toute la force du monde pour redresser cette satanée suspension. Et finalement, c'est fini. Non, c'est plié, hein, sans mauvais jeu de mots, mais alors déjà suite au contact, il a une crevaison, Damon, donc il est obligé de rentrer au ralenti. Et après, on le voit sur la caméra embarquée, et on va le voir dans les stands aussi. Il a un bout de la suspension qui est plié. On va essayer à main nue, il y a même Patrick Head qui va venir, qui va venir après. Sur la Williams pour essayer de tordre cette suspension dans l'autre sens et essayer de repartir, mais on sait que c'est plié. Il va attendre plusieurs tours quand même dans sa voiture, Damon, dans l'espoir. On envisage même chez Williams à un moment de changer la suspension carrément. Mais bon, ça prend trop de temps et encore une fois, le circuit il est court, donc les tours ils s'accumulent. Et il reste 1 minute dans les stands en plus, le temps que la suspension. Il tente tout. C'est l'énergie du désespoir chez Williams. Au moment où il rentre, il lui change les pneus, il lui remet de l'essence. On a l'espoir qu'il puisse repartir. Mais c'est trop dangereux. La suspension elle est pliée. Et avec tout ce qui s'est passé dans cette saison-là, jamais on peut renvoyer un pilote avec une suspension pliée. Ce qui me brise le cœur, c'est Damon Hill qui secoue la tête plusieurs fois, quoi. Il secoue la tête, c'est horrible. Ce moment-là est horrible. C'est le regard, en plus on a la caméra fixée sur le casque de Damon. C'est la détresse dans ses yeux, on le voit dans son regard, c'est terrible pour lui. Parce que c'est, encore une fois, même si c'est un jeune pilote, alors peut-être pas en âge à cette époque-là, parce qu'il a démarré quand même plus tard que beaucoup de pilotes, mais ça reste un pilote relativement inexpérimenté, mais on ne sait pas s'il aura une autre chance d'aller chercher un titre, Damon Hill. En 94, on l'ignore totalement. C'est peut-être sa seule chance de remporter le titre et elle s'est envolée. À peine l'accident a lieu, alors on va se concentrer sur la deuxième course après, sur la vraie course.
Mais à peine l'accident entre Schumacher et il a lieu que il y a le procès de l'accident qui commence sur TF1 et sur les chaînes étrangères. Denis Chevrier, un membre éminent de chez Williams Renault, il a quelque chose à dire de Renault. Il a quelque chose à dire sur cet événement. Je crois que Damon faisait la course qu'il fallait. Je crois qu'il a montré qu'il pouvait, sur cette course finale, offrir la comparaison avec Schumacher. Il le faisait vraiment, à tel point que Schumacher a fait la faute, le premier. Puis bon, après, il y a l'acte vraiment anti-sportif, mais je crois qu'il faut l'admettre de la part de Schumacher, c'était possible de le faire. Je crois que les images sont très claires. Il sort Damon Hill, mais bon, effectivement, il n'y avait qu'un point, et puis il était vital pour Schumacher, ce point. Pierre Van Vliet, est-ce que Denis Chevrier nous entend? Oui, il nous entend, absolument. C'est extrêmement grave ce que vous venez de dire, Denis Chevrier, comportement antisportif, parce que Damon Hill vous expliquait que ça s'était passé comme ça. Non, lui, il ne me l'a pas expliqué. Lui, c'est ce qu'il a ressenti. Et nous, c'est ce qu'on a cru voir également à la télé. Donc, je pense qu'il était clair que compte tenu du choc qu'avait eu Schumacher et de la vitesse à laquelle il était dans le petit bout de ligne droite qui est entre les deux virages, entre le virage de l'incident pour lui et le virage de l'incident mutuel, il était clair qu'il n'était pas en position naturelle d'empêcher Damon Hill de passer. Donc, il l'a empêché par un autre moyen. C'est Denis Chevrier qui parle, membre éminent de chez Renault, qui restera plus d'une dizaine d'années chez les Bleus, qui lance les premières étincelles en quelque sorte. Et ça peut étonner au premier abord, parce qu'en fait, Denis Chevrier, il suppute que l'incident lié entre Schumacher et Hill, c'est un peu le fruit de l'antisportivité. D'autant que ce qui dénote dans ses propos, c'est qu'on est très mesuré. Dans les commentaires. C'est ça qui est quand même. Contrairement à de nos jours où on va tout de suite prendre la déclaration qui choque. Prendre parti pour l'un ou pour l'autre, et on va tout de suite peut-être vilipender un pilote suite à une mauvaise action. Là, on est très mesuré, alors que oui, bien sûr, ça dépend de quel côté on se place, mais si on est côté Williams, si on est côté Damon Hill, forcément, pour nous, on voit ça comme un geste antisportif. Moi, j'ai envie de te dire, en vrai, Denis Chevrier, il a raison. Ah, il a complètement raison. Moi, je partage totalement son avis. Et c'est un geste antisportif. Mais encore une fois, moi c'est le mot en Formule 1, c'est le premier incident notable de Schumacher, de la carrière de Schumacher. Donc, on n'est pas habitué à ça. Donc, on ne sait pas vraiment comment interpréter ce fait-là. L'histoire va montrer après, même si je sais que ça ne va pas te faire plaisir à Thomas, que malheureusement Schumacher va répéter ce genre d'action assez souvent. Je sais pas de quoi tu parles, c'est pas parce que tu as passé tes vacances à Jerez en 97 qu'il faut dire ça, je sais pas de quoi tu parles. Voilà, pour faire référence à une future course, futur podcast, à fond. Donc il a raison. Alors certes, à l'époque, ils sont peut-être pas nombreux à oser tenir ces propos, mais c'est des propos très forts, très engagés. Mais ça montre quand même une certaine analyse et une certaine. Il n'est pas membre de chez Renault pour rien, quoi, monsieur Chevrier. Il arrive à analyser tout de suite ce qui s'est passé. Et c'est fort. Alors, il nuance quand même, Denis Chevrier, il nuance en disant qu'il faut peut-être ranger l'accrochage parmi les incidents de course. C'est là où, pour moi, je range cet événement comme un incident de course et pas comme un acte antisportif. Acte antisportif, le mot est très fort. Mais pour moi, c'est un incident de course. C'est pas un acte antisportif. C'est un incident de course. Oui. C'est un incident de course antisportif. Oui, et non. Mais le geste est loin d'être élégant. Ah oui, d'accord, mais si les pilotes étaient élégants, cite-moi un champion du monde qui a été élégant. C'est sûr qu'on n'est pas au pays des bisounours, la Formule 1. Non, parce que pour moi, entre guillemets, il y a une différence entre l'antisportivité et l'incident de course et créer un incident de course. Enfin, pas créer un incident de course, mais entre l'antisportivité et se battre jusqu'au bout, et la détermination. Et certes, les gens diront oui, il a regardé dans ses rétros, Schumacher, il s'est renfermé sur Hill, mais en vrai, à ce moment-là, il peut prendre le virage que comme ça. C'est pas comme Senna et Prost, où Prost, on va dire, mord un peu son virage et Senna tourne beaucoup plus tôt que tourne beaucoup plus tôt. Mais pour moi, Schumacher, il prend la trajectoire qu'il prendrait normalement. Oui, certes, il prend la trajectoire normale dans ce virage-là,
Mais, Pour moi, c'est fair, il y a mais, fair race. mais il sait quand même que Damon est là et se jette et il le voit très bien dans le rétro et il ferme la porte, clairement, il ferme la porte pour pas que Damon passe. Mais imaginons aussi que vu que sa suspension est endommagée, peut-être qu'il peut pas corriger sa direction. Oui. Facile là encore, très facile, comme l'histoire de la bosse d'ailleurs. Oh, c'est vrai. C'est vrai qu'un septuple champion du monde a du mal à prendre une petite bosse à Adélaïde. Même s'il ne l'était pas encore à cette époque. Il n'était pas champion. Et des bosses, C'est vrai que c'est un manchot au volant, hein, qu'il a un peu du mal à. Il n'a pas roulé à Spa sur 3 roues avec une voiture complètement détruite. Hein. Il a du mal un petit peu à gérer les bosses, le garçon. Donc, une petite bosse plus un contact contre le mur, ça devient compliqué. Après, il ne voit pas le pilote derrière lui. Il est taquin, il est taquin. À ce moment-là, donc Alain Prost en profite pour parler de la psychologie des pilotes et particulièrement celle de Michael Schumacher. Il faut comprendre la psychologie des pilotes dans leur voiture quand ils sont en tête du championnat, en tête de la course. Ils font une erreur comme le fait ici Schumacher. La première chose à laquelle ils pensent, c'est à se protéger. C'est-à-dire c'est un instinct tout à fait normal que de fermer la porte à celui qui est deuxième. Qu'est-ce qu'il pense quand il tape le mur? Il dit Damon Hill est derrière moi, je vais peut-être perdre le championnat du monde, donc je l'empêche de passer. Mais c'est peut-être pas délibéré pour l'éliminer en tout cas. Il doit être aussi un peu triste Schumacher d'avoir fait une erreur et d'avoir même gagné le championnat du monde, mais de cette manière-là. C'est un peu dommage. En tout cas, sur la psychologie des pilotes dont on parlait au début, on a quand même vu, malgré que Schumacher soit quand même un garçon solide, malgré qu'il ait une voiture très performante, qu'il ait une équipe derrière lui, quand on est en tête d'un championnat, qu'on est proche de le gagner et qu'on voit un concurrent arriver derrière vous et sur vos talons, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. On l'a vu ce week-end avec la pression qu'il avait sur les épaules, malgré l'air serein qu'il pouvait donner de temps en temps, il a fait quand même pas mal de petites fautes et bon, ça le remet un peu dans une position un peu plus normale, je dirais, d'humain et non pas d'ordinateur comme on a pu le dire à un certain moment. Alain Prost dit très bien, le geste de Schumacher, il est instinctif et non volontaire, monsieur Noviello. Il est instinctif, certes, mais volontaire. Il est instinctif dans la volonté de détruire Damon Hill. D'ailleurs, tu connais cette magnifique citation de Damon Hill. Faudrait que je retrouve la source, je crois que c'est Autosport, mais c'est, tu sais que Michael Schumacher, il a laissé une trace énorme dans l'histoire de la Formule 1. Comme ça? Bah, mais il en a surtout laissé une belle sur les pontons de la Williams de Damon Hill. Et Jacques Villeneuve. Donc voilà, c'est une de mes citations préférées. Et d'ailleurs, de Williams, moi je ne vois pas la coïncidence, peut-être pas. On va refermer très bientôt cette petite page, l'accident Hill de Schumacher pour revenir à la course. Mais Pierre Van Vliet, il retrouve ensuite Damon Hill. Et Pierre Van Vliet, il va suggérer que la manœuvre de Schumacher, elle pouvait être préméditée. Il refuse d'alimenter une éventuelle polémique. Bah, c'est gentleman quand même. Hein. Très gentleman, ouais. Ça... Et sans média training, non. Non, sa réaction, elle est à l'image du pilote et de... Ah, ça y est, il recommence. Il recommence. Damon Hill, vraiment un gentleman, comme tu l'as dit, il est posé, il cherche pas à créer une polémique inutile à ce moment-là, il a perdu il va pas, contrairement à ce qu'on pourrait voir aujourd'hui où les pilotes ont fait des caisses, de leur chouiner à la radio pendant 3 heures en me disant il m'a sorti, il m'a rentré dedans. Non, sa réaction elle est posée, elle est calme, elle est très digne, je trouve, pour vu ce qui s'est passé. Pour quelqu'un qui s'est vu champion du monde pendant 2 secondes. Et qui perd peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, sa seule opportunité de remporter le titre. À cette époque-là. Et c'est vrai que j'ai l'impression... Enfin, la phrase de Prost, pour moi, elle est magnifique. C'est « Il s'est vu champion du monde pendant 2 secondes ». La formulation, elle est parfaite. Dans le stand Benetton, Fabio Briatore, il explique que jouer le championnat lors de la dernière course, ça relevait du casino. En fait, hein. C'était du casino et c'était un casino royal pour Benetton. Ce premier titre, selon Benetton et selon Flavio Briatore, il constitue tout de même un immense accomplissement pour une équipe qui, encore parfois, et là il le dit, était souvent réduite à un fabricant de tricots. Et ça fait quand même écho à une époque, une écurie en 2010 qui était considérée comme un fabricant de canettes. Ouais. Oui, ils sont très critiqués parce que c'est pas une équipe Benetton qui est du sérail de la Formule 1. Benetton, c'est une marque de vêtements.
donc ils sont très critiqués. On les appelle les marchands de tricot à l'époque. Et ils n'ont pas la légitimité que peuvent avoir McLaren, Williams ou Lotus, même si à l'époque... Lotus est en passe de disparaître. Ça devient très difficile, mais ça reste un grand nom Tout à fait. de l'histoire de la Formule 1. Benetton, c'est une équipe jeune. Plus connue pour les controverses de ses campagnes de pub voilà, que pour ses courses. Qui a une image débridée dans le paddock, qui se différencie un petit peu des autres, mais qui n'a pas encore gagné ses lettres de noblesse en Formule 1. Et là, c'est la première année vraiment où l'équipe est suffisamment compétitive pour jouer le titre et arrive à Damien Pion, à une écurie mythique, une écurie Williams qui a déjà remporté énormément de championnats. Alors le championnat il est décidé, mais le Grand Prix il est loin d'être terminé. Parce qu'avec Schumacher et Hill hors course, Nigel Mansell et Gerhard Berger récupèrent la scène principale. Alors l'autre Ferrari, celle de Jean Alesi, Jean d'Avignon, a perdu toute chance de se mêler à eux après avoir calé lors de son deuxième arrêt. Et Mansell et Berger, ils vont se livrer un duel super agréable à regarder. On retient beaucoup cette course pour l'accident Schumacher-Hill, mais je trouve que le duel Mansell et Berger, il est hyper agréable. Pendant 20 tours, les deux, ils se lâchent pas. J'avais oublié que le duel, il était aussi captivant, en fait. Ouais. Alors, au départ, la première impression qu'on a, c'est que vraiment, malheureusement, la course, elle est décapitée. Après l'accident Hill-Schumacher, l'accrochage, on perd l'intérêt pour ce qui se passe derrière. Parce que, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit Mansell, que ce soit Berger, que ce soit Alesi, encore plus lui après son deuxième arrêt, Barrichello, Hakkinen, ils sont à des années-lumière, ils sont très loin, ils sont en plus à 30, 40, 50 secondes de Schumacher et de Hill. Ils sont vraiment dans une classe à part, mais pas dans le bon sens du terme, dans leur la seconde classe, quoi. Et là, du coup, tout s'ouvre à eux, avec les deux gros bras qui se retrouvent à terre, qui se retrouvent hors jeu. La course, ça se retrouve à se jouer entre Mansell et Berger. Alesi, malheureusement, il n'est plus là, comme on l'a dit. Et ils vont se tenir, tirer la bourre tous les deux, vraiment, parce qu'à ce moment, on le rappelle que l'accident Hill-Schumacher, c'est au 36e tour. Donc on n'est même pas encore à la mi-course. Il reste plus de la moitié de la course. Et les deux, ils vont pas se lâcher. Et sachant que les deux, ils veulent vraiment remporter cette course. Mansell, on rappelle, il n'a plus gagné de Grand Prix depuis la fin de saison 92, l'année de son titre. Donc avant qu'il parte s'exiler aux États-Unis. Et Berger, lui, il a gagné une course cette année-là en Allemagne. Donc la première victoire de Ferrari depuis très longtemps. Et il veut aussi essayer d'aller la chercher. Toi, t'en penses quoi de ce duel? Moi, j'avais oublié, tu vois, qu'il existait. Moi aussi, parce que je n'avais pas souvenir que Mansell était aussi loin ce jour-là. Parce qu'au départ, on le rappelle, même Schumacher avait des craintes. Il avait des craintes, au départ, c'était que Mansell, il vienne se mêler à la lutte. De Williams contre une Benetton, ça semblait logique. Contre lui. Et qu'il puisse jouer de la stratégie pour essayer de l'embêter. Mais on va voir qu'il n'est pas du tout dans le jeu avec Damon Hill. Et donc là, mais ce duel-là, comme je l'ai dit, je n'avais pas du tout souvenir de ce duel-là. Mais il va vraiment tenir en haleine les fans jusqu'à la fin de la course. Et puis tu vois, l'occasion qu'il y a un duel comme ça dynamise un peu la course et ça permet d'être un petit peu plus observateur avec du recul. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les caméras qui sont placées au sol, qui rendent la vitesse hyper prenante et la proximité des murs particulièrement immersive. Je trouve que vraiment, c'est... La caméra, surtout derrière, je trouve la plus représentative. On a vraiment l'impression d'être à bord du cockpit. C'est la caméra derrière le pilote sur le côté. Ouais, sur le côté gauche, absolument. Sur le côté gauche, à côté du casque. Là, on absolument. a vraiment où tu vois la visière dans le rétroviseur. On voit la visière, on voit le casque de temps en temps qui apparaît dans la caméra. Le petit drapeau anglais de Nigel Mansell. Elle est exceptionnelle, cette caméra. On est vraiment à l'intérieur, quoi. Alors, ce Grand Prix, donc, le trio, à ce moment-là, ça va être Mansell devant Berger et Hakkinen. La stratégie fait que la course, donc... poursuit son déroulement. Mansell effectue son deuxième arrêt au 53e tour. Berger prend la tête. Et là, Berger, sur sa Ferrari, il doit attaquer maintenant pour construire suffisamment d'avance avant son propre passage au stand. Johnny Reeves, commentaire sur TF1, vous explique de qui on parle. Pour la première place de ce Grand Prix d'Australie, les deux moteurs les plus puissants de la Formule 1. On va voir dans la ligne droite si Mansell peut réussir à revenir sur la Ferrari en vitesse de pointe.
ce qui est certainement extrêmement délicat. Et il y arrive, il freine tard. Mais non. Berger fait comme si personne ne l'avait attaqué, il prend sa ligne et Mansell a été obligé d'accentuer encore son ralentissement pour laisser l'avantage à la voiture de l'Autrichien. Alors Berger, il donne tout. Il s'arrête à son tour, au 57e tour. Il ressort miraculeusement devant Mansell, qui lui a été gêné par les retardataires et ça se joue à rien. Quand il sort des stands, l'écart il est d'1 seconde. C'est... Mais ils ont très très bien joué le coup, tant de la part de Berger que de Ferrari. Alors ils font l'overcut, hein. Donc il s'arrête après Mansell, il fait plusieurs tours à fond avec un réservoir en carburant qui s'est vidé. Il profite, comme tu l'as dit, du fait que Mansell est un peu gêné par les retardataires derrière. Et donc il arrive à se construire suffisamment d'avance. Ferrari est très efficace encore une fois au stand, plus que Williams. On sait que c'est le talon d'Achille de l'écurie Williams à cette époque-là. Les arrêts au stand sont souvent très lents. Alors là, sans qu'il soit excessivement lent, mais bon, il est quand même, il perd du temps par rapport à celui exécuté par Ferrari. Et donc du coup, il arrive à ressortir devant, alors qu'il était en tête, qu'il avait l'avantage. Mais bon, déjà avant l'arrêt, on voit que Berger était quand même très rapide parce que au moment où Mansell prend la tête, il a entre 3-4 secondes d'avance. Et avant les arrêts, donc avant l'arrêt de Mansell, Berger déjà il était revenu, il arrivait à combler dixième après dixième et à revenir aux alentours de 2 secondes. Donc on voit qu'il avait le rythme. Derrière eux, Hakkinen, il est loin. Donc en gros, le duel Schumacher-Hill du début de la course, il va se transformer en duel Berger-Mansell, tout simplement. Les adversaires de Berger et Mansell, ils vont un petit peu s'auto-éliminer tout seuls. On a Alesi qui cale lors de son deuxième arrêt au stand, pas aidé par Ferrari qui le relâche un peu de manière brusque, ouais. Elle tombe de haut. Elle tombe de très haut, la Ferrari. Ça n'a pas dû faire du bien à son dos. Donc lui, malheureusement, il connaît donc il cale et c'est un arrêt calamiteux. Il reste près d'1 minute au stand avant de repartir. Son troisième arrêt, allez-y, il va pas bien se passer non plus. Bon, de toute façon, après le deuxième, il est déjà hors jeu. Et après, on a Hakkinen et Barrichello qui vont tous les deux écoper de 10 secondes d'un stop and go à l'époque de 10 secondes. Donc c'est une immobilisation pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là. Immobilisation au bout de la voie des stands, 10 secondes, ils s'arrêtent avant de repartir. Donc les deux sont pénalisés pour vitesse excessive dans les stands. Et malheureusement, ils vont tous les deux perdre une chance alors qu'ils auraient dû finir sur le podium, hein, que ce soit Hakkinen ou Barrichello. Mais les deux sont pénalisés, les deux reculent. Et donc ça ouvre complètement... le champ des possibles pour Mansell et Berger, ils sont tranquilles. Les deux pilotes, ils sont expérimentés. Et pour moi, en fait, le flambeau de la course, en fait, c'était les deux personnes rêvées pour reprendre ce flambeau de la course. T'en penses quoi? Bon, pour moi, c'est les deux pilotes sur la grille, à l'époque, qui pouvaient reprendre le flambeau de la course et faire en sorte qu'elle soit malgré tout divertissante. C'est deux presque vétérans, hein. Ils sont quand même âgés en 94 par rapport aux autres pilotes plus jeunes qu'il peut y avoir sur la grille. Parce qu'on le rappelle, Senna n'est plus là. Un des pilotes les plus expérimentés n'est plus là. Après, il reste que des pilotes jeunes. Et c'est eux qui vont tirer les marrons du feu grâce à leur expérience aussi, grâce à leur vitesse. Et en plus, je rappelle, Berger, Mansell, c'est des guerriers, hein. C'est des battants, c'est des pilotes qui donnent tout à chaque fois. Berger qui a été coéquipier de Senna, donc croyez-moi qu'il sait ce que c'est un pilote qui se bat. Qui font pas de cadeaux, qui sont très durs dans les duels. Mais bon, c'est eux qui arrivent à émerger d'une course comme ça, qui va être quand même chaotique, avec pas mal d'abandons. Il y a des casses mécaniques aussi à l'époque. Et eux, avec leur expérience, leur savoir-faire, ils vont réussir à briller et à pas faire d'erreur, contrairement à un Alesi aussi, qui aurait pu être là, hein, pour lutter, parce qu'il était derrière, avant son deuxième arrêt, il était derrière Berger. Berger, lui, il finit par sortir l'âge, sous la pression de Mansell. Mansell reprend la tête. Berger tente de récupérer sa place, mais il y a Sarah Frenzen qui, lui, est retardé à un tour, qui, en fait, lui scrape la chance de répliquer, quoi. Oui, et pour l'anecdote, Frenzen, il va croire, en regardant ses rétros, il voit une Ferrari, et il croit que c'est Jean Alesi qui est derrière lui. Et c'est pour ça qu'il ne va pas faciliter la vie à Berger, parce qu'Alesi, qui se retrouve donc 9e après son arrêt calamiteux, et son troisième arrêt qui va aussi très mal se passer, il doit essayer de remonter, et il va réussir à revenir un petit peu, même à marquer des points, Jean Alesi. Mais à ce moment-là, il est derrière Frenzen. Et donc Frenzen, il croit voir Alesi derrière lui, donc il va rester devant lui et empêcher Berger d'aller chercher Mansell.
Ultime rebondissement, à 3 tours de l'arrivée, Häkkinen perd à l'arrière de sa McLaren et il frappe violemment le mur après un blocage des roues arrière. Devant, Mansell ne commet plus d'erreur et remporte la course devant Gerhard Berger et Martin Brundle en 3e position. Ouais, sacrée boîte quand même pour Häkkinen, mais on l'a vu, je sais pas si tu l'as noté aussi en revoyant la course, mais Häkkinen, toute la course, il y a eu quand même beaucoup de problèmes avec les freins. Il y a énormément de panache de carbone qui s'échappait, notamment de son frein droit. Et Au début, moi j'ai pensé que c'était mécanique. très tôt dans la course déjà, très tôt dans la course, et on a vu que ça s'empirait, et toujours à cet endroit-là en plus, vraiment l'un des freinages pardon, les plus douloureux, les plus violents pardon, du circuit, cette épingle, après cette longue ligne droite où on arrive très vite, et c'est là où ça a cassé. Bon, on voit les roues arrière qui se bloquent, on se doute que c'est une rupture mécanique à ce moment-là, et malheureusement il vient taper contre le mur assez violemment, et heureusement pour lui ça se termine bien. Heureusement pour lui, ça se termine bien, pas comme il y a 1 an plus tard, où à Adélaïde, Mika Häkkinen va subir une trachéotomie sur la piste après un très très grave accident. Là aussi, après une défaillance, alors là, dans ce cas-là, c'était une crevaison. C'est pas au même endroit, c'est un peu plus tôt, c'est juste avant cette ligne droite. Mais bon, un endroit très dangereux où il va décoller sur un des vibreurs avant d'aller taper d'aller mourir contre la barrière de pneumatique et de taper surtout le casque contre l'avant du cockpit. Et c'est ça qui va générer des dégâts aussi importants. Alors, au final, on est sur la 31e et dernière victoire de Nigel Mansell, la 78e victoire de Williams et la 58e victoire de Renault. Et c'est aussi le dernier Grand Prix d'un grand nom de la Formule 1, d'un grand Italien, Andrea, qui est Alboreto. Michele Alboreto, Oui. sur une Minardi, anonyme Minardi. Pour faire l'épilogue de cet épisode, Andrea, qu'est-ce que tu retiens plus de ce Grand Prix? Est-ce que c'est le premier titre de Schumacher ou la victoire de Mansell? Et si tu me dis oui et non, ça ne marchera pas. Non, cette fois, je ne dirais pas oui et non. C'est forcément le premier titre de Schumacher, mais un premier titre, encore une fois, j'ai envie de dire, un peu dans la controverse. Alors, Ah, t'as dit un peu. T'as pas dit totalement. Controversé, oui. Ah, controversé. Premier titre controversé, de par tout ce qui s'est passé dans la saison, toutes les polémiques qu'on a eues, cet accrochage bien sûr avec Damon Hill, mais quelque part, comme l'ont quand même souligné les acteurs, les commentateurs de TF1 à l'époque, Alain Prost, quelque part c'est un peu la morale de la saison, que Schumacher soit champion, parce qu'il a quand même dominé la saison. Il a été exclu 2 fois, on l'a évoqué tout à l'heure, à Silverstone, à Spa. Il a raté 2 autres courses, donc ça fait 4 courses en moins, on va dire. D'autant qu'à Silverstone, il est sur le podium. À Spa, il a gagné la course avant d'être déclassé. Donc 4 courses en moins par rapport à Damon Hill, il a plus de victoires aussi. Donc ça a été l'homme fort de la saison, même s'il y a beaucoup de polémiques, même s'il y a cette histoire d'antipatinage. Donc c'est ça qu'on va retenir de cette course. Mais malheureusement, pour lui, ce qui est dommage pour lui, en plus de toutes les polémiques qu'il y a eu dans la saison, c'est qu'il obtienne de cette façon-là. Parce que ça a été le plus fort et qu'il avait peut-être pas besoin de ça pour gagner le titre. Derek Alsop, une grande plume britannique de The Independent, dira dans le journal du lundi 14 novembre 1994, c'est la première phrase de l'article consacrée à ce championnat du monde, ce showdown, comme on dit en anglais. Il a écrit quelque part, vous saviez que ça devait finir comme ça. Ce sera l'avant-dernière fois qu'une course aura lieu à Adélaïde. Est-ce que tu peux m'expliquer la raison pourquoi Adélaïde ne sera plus au calendrier après 1995? Alors c'est déjà acté en 1994, c'est en raison de la loi anti-tabac qui a été adoptée donc à Adélaïde. Et le Grand Prix pour contrer ça, va être délocalisé du côté de Melbourne à partir de 1996. Mais c'est simplement et purement pour la loi anti-tabac adoptée. Et à l'époque, la Formule 1 est encore globalement, majoritairement même sponsorisée par les grands cigarettiers de l'époque. Marlboro, Mid-Seven, etc. Et c'est bien dommage parce que ce Formule 1 97 c'était un super circuit. Eddie Aledia, parce qu'ils voulaient pas, ils n'avaient pas les droits, donc ils s'appelaient Eddie Aledia au lieu d'Adélaïde, évidemment, c'est l'anagramme.
Andrea, le Grand Prix d'Australie 94, ce sont donc 2 histoires qui se déroulent presque l'une après l'autre. D'abord, c'est d'un championnat du monde qui bascule en quelques secondes à Isteras. Michael Schumacher décroche alors son premier titre. Damon Hill voit disparaître une occasion qui semblait soudain à sa portée. Adélie 94 aura donc consacré 2 champions à leur manière. Schumacher pour la première fois au sommet du monde et Mansell pour la dernière fois sur la plus haute marche du podium. 2 histoires de consécration, mais une seule image est restée dans les mémoires de la Formule 1 et de son histoire. Avant de se quitter, Andrea, il faut penser à suivre à fond sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun prochain épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @afondpodcast pour vous faire nos retours et échanger avec nous. Et si l'émission vous plaît, laissez-nous 5 étoiles et proposez-nous la course que vous aimeriez revivre dans un futur épisode. C'est un geste simple qui nous aide énormément à faire connaître le podcast auprès d'autres passionnés de sport automobile. Et on sait que vous en faites partie. Et qui sait, votre course pourra même faire l'objet d'un futur épisode. Futur épisode, Andrea, on a décidé, on s'est arrêté sur la proposition d'un utilisateur sur notre compte Instagram par rapport à fond. Peux-tu nous dire quelle direction on prendra pour le prochain épisode? La direction de Shanghai pour le Grand Prix de Chine 2007. Et un Grand Prix qui... marqué par une petite sortie dans les graviers d'un jeune loup. Un jeune loup au casque jaune chez McLaren, certain Lewis Hamilton. Exactement, pourtant tu as casque jaune, McLaren, jeune loup, ça aurait pu faire penser à Senna en 1988. André, avant de finir cet épisode, une petite rubrique, histoire de te prendre un peu au dépourvu. Non, plus sérieusement, on est tous les deux des passionnés de sport auto. Est-ce que tu as une petite recommandation à faire, un documentaire que tu as regardé, un livre que tu as lu? Est-ce qu'il y a un truc que tu conseilles aux passionnés de sport auto qui veulent se divertir en attendant la sortie du prochain épisode? De déjà écouter les précédents podcasts Il est corporate. Pour bien revisiter déjà plusieurs épisodes marquants de l'histoire de la Formule 1. Et après, je vous invite à lire des livres. Mais qu'est-ce que tu as lu toi dernièrement? Qu'est-ce que tu as regardé comme doc? Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué dernièrement? Alors dernièrement, le Dan Weldon, le documentaire Cœur de Lion, que diffuse Canal+, qui est excellent, qui est touchant, poignant, et je vous le conseille. Excellent documentaire que j'ai vu aussi de mon côté, très émouvant sur une grande période de l'IndyCar. Et aussi une période très triste, malheureusement. Moi, de mon côté, Andrea, je suis en ce moment en train de lire une bio, et surprenant, n'est-ce pas, de Colin McRae, un pilote de rallye écossais. Qui ça? Colin McRae. J'étais le mec... Jeux vidéo, ceux qui ont... Voilà. Excellent. L'un des meilleurs jeux de rallye mais sortis sur console. Un jour, il faut qu'on en parle de Colin McRae Rally 2.0. Parce que faudrait qu'on en parle de ce jeu rapidement. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit épisode un peu court dessus sur Colin McRae Rally 2.0, mais aussi sur Colin McRae, un des pilotes les plus grands pilotes de l'histoire du WRC, champion du monde 1995. Je suis en train de lire sa bio par Derek Alsop, comme quoi voilà, The Independent, à ma bibliothèque il n'y a qu'un pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est notre petite reco en attendant le prochain épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour parler de sport auto, évidemment. Andrea, toujours pour toi, le mot de la fin. À fond.